enfin on y est, avec des complications, désolé de ça. Donc voilà, je commencerai par vous dire que c'est un plaisir de parler ici, et aussi ça a été un plaisir d'écouter Cécile et Benoît parler, surtout parce qu'ils ont introduit pas mal d'éléments dont je vais parler aussi, et que donc je pourrais un peu tracer dessus, comme ça on gagnera du temps. J'ai fait tous les efforts possibles pour essayer de coup, me concentrer que sur ces éléments de mon travail qui ne touchaient pas des sujets qui avaient déjà été abordés. Et je commencerai aussi par dire que je suis de la même école de Benoît, parce que moi aussi j'ai changé le titre. Et au-delà du titre, j'ai changé aussi en partie l'objet de l'article comme il était initialement prévu, parce qu'il y avait tout un volet sur l'isomorphisme institutionnel que je virais de l'article pour me concentrer sur une seule dynamique, qui est celle de la légitimation par la comparaison internationale. Et donc, voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc, pour écrire cet article, je me suis appuyé sur les données récoltées pour ma thèse, qui porte sur les changements gestionnaires de la justice analysés au prisme des circulations internationales d'acteurs, pratiques et instruments. Et donc j'ai un peu essayé d'adapter mes terrains, les données que j'avais, aux commanditaires, du coup, à ce séminaire général gouvernement et comparaison. Pourtant, j'ai centré éparpillé sur l'analyse des mécanismes reliant la comparaison internationale par les indicateurs, tels que les déployés dans les cadres des organisations internationales ou supranationales européennes, et les effets structurants des usages de la comparaison dans l'action publique. Bon, voilà, comme il a déjà été dit, je travaille sur la justice, donc sans surprise, c'est deux grands rapports comparatifs des systèmes judiciaires européens que j'analyse dans ces papiers, un produit par le Conseil de l'Europe, plus précisément par un comité qui s'appelle CEPEJ, et l'autre par l'Union européenne. J'y reviendrai en quelques minutes, mais du coup ces deux grands rapports m'offrent la possibilité d'illustrer la fabrique de ces grands outils comparatifs à l'échelle européenne. Et donc de montrer que les effets de ces comparaisons vont bien au-delà de la production de connaissances pour informer l'action gouvernementale telles qu'elles sont vendues en fait par leurs producteurs le plus souvent. Donc voilà, alors que le titre initial mentionnait l'isomorphisme pour souligner le fait structurant sur les mesurés de ces comparaisons par les indicateurs, pour une raison des limites d'espace et aussi pour rendre le texte un peu plus cohérent, je me suis recentré seulement sur les effets de ces outils qui remontent au niveau des organisations supranationales elles-mêmes, et donc en fait sur ce phénomène par lequel les comparaisons permettent de renforcer la position de ces acteurs internationaux parmi les acteurs responsables du gouvernement des tribunaux en général. L'hypothèse du coup que j'essaye de démontrer est que ces grands rapports comparatifs agissent comme des marques de fabrique pour ces organisations internationales, qui les rend reconnaissables comme des experts du secteur d'action publique en question, ici c'est la justice, et donc en renforçant par cela leur légitimité et la légitimité aussi des autres instruments d'action publique qu'ils produisent, au-delà de ces rapports d'indicateurs, comme solution appropriée pour l'action publique nationale et locale. Voilà. Pour commencer la démonstration, je vais partir par un extrait qui est tiré d'un programme de télévision italienne où, du coup, un débat entre le ministre de la Justice italien, Andrea Orlando, et le président de l'Association nationale des magistrats, qui est en fait le syndicat des magistrats italiens, qui s'appelle Pier Camillo Davigo, a été organisé. Et du coup, dans ce cadre, la journaliste posait une question aux magistrats sur la longueur des procédures judiciaires italiennes, ce qui d'ailleurs est quelque chose qui est relevé par le fait que l'Italie est le pays avec le plus nombreuses condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation du principe de délai raisonnable du procès. Et donc voilà, pour défendre la position de ses collègues magistrats, ce président du syndicat, qui est d'ailleurs un ancien membre du fameux pool de l'opération Mani Pulite, donc voilà, c'est quelqu'un qui
voilà, très respecté en Italie par ses collègues, répondait du coup par cette phrase. Les magistrats italiens sont ceux parmi les 47 États membres du Conseil de l'Europe qui travaillent le plus. On travaille le double de nos collègues français et 4 fois plus que nos collègues allemands. Ces données sont disponibles sur Internet, sur le site de la CEPEJ, qui est la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, au sein du Conseil de l'Europe. On pourrait s'interroger, mais alors si les magistrats italiens sont ceux qui travaillent le plus à tel niveau-là, comme ça se fait qu'on est ceux qui sont le plus condamnés? Tout simplement parce que cette phrase est fausse. Donc en fait, le président de l'ANM, de l'Association nationale de magistrats, a utilisé ces indicateurs comparatifs produits par la CEPEJ, ou je dirais mieux collectés par la CEPEJ, parce qu'en réalité les données statistiques sont produites par les ministères nationaux, pour produire à sa guise un diagnostic qui lui était favorable, en divisant du coup le nombre total des affaires traitées par le système italien, et en fait par les 3 systèmes nationaux, dans un certain année, par le nombre total des magistrats de chaque pays. Or, le problème, c'est que, en fait, dans ces 3 systèmes, il y a un nombre de magistrats non professionnels qui aident les juges à traiter les affaires très différents. Ce qui explique aussi en partie pourquoi le nombre d'affaires traitées est très largement différent entre les 3 pays. Donc, en fait, ce qui fait M. Davigo, c'est d'oublier que ces indicateurs signifient en particulier l'indication sur le nombre de juges prévoit seulement les juges professionnels, et donc il utilise cet indicateur-là pour fabriquer son indicateur qui lui permet de dire que les juges italiens travaillent beaucoup, alors que dans les faits, il y a beaucoup plus de juges si on considère aussi le nombre de juges non professionnels, ce qui explique pourquoi le nombre d'affaires traitées est beaucoup plus grand qu'en France ou en Allemagne. Et donc voilà, cet exemple illustre à plusieurs égards le sujet de l'article, parce qu'il illustre la manière dont la comparaison par des indicateurs internationaux contribue en fait à l'action publique de plusieurs manières. Premièrement, cet extrait illustre que la comparaison par les indicateurs est utilisée comme une solution permettant aux acteurs de l'action publique, individuels ou institutionnels, d'affronter par des chiffres standardisés et supposés objectifs une pression croissante à la reddition des comptes envers la société. Donc on voit le cas, on est sur un plateau télé, il nous pose des questions sur pourquoi on n'est pas assez efficace et on répond par des chiffres. De plus, il nous rappelle à quel point il est aussi important d'analyser la fabrique et les usages de ces comparaisons fondées sur des données supposément objectives, car la fiction de leur objectivité tombe quand on s'intéresse à leur création et à leur interprétation par des acteurs qui essayent par la conception et l'interprétation des indicateurs de comparaison de véhiculer des visions des réalités sociales à mesurer ou mesurées. Donc voilà, cette question que je pose, c'est de quelle manière la comparaison internationale change l'action publique, n'est pas une question tout à fait nouvelle. Cécile en a déjà en partie parlé, Benoît aussi. Il y a plein de littérature qui aborde cette question-là. Je ne vais pas être long là-dessus, mais pour me différencier de ce qui a déjà été dit, au-delà de la littérature sur le nouveau management public, sociologie de la quantification, sociologie des instruments aussi, il y a aussi tout un tas de littératures spécialisées sur le domaine international qui relèvent à quel point la comparaison par les indicateurs en particulier est un outil central au système de gouvernance globale dans lequel on vit. Et également, il y a une partie de la littérature sur ce qui sont connus comme nouveaux modes de gouvernance au sein de l'Union européenne, qui relève comment ce type d'instrument de comparaison facilite l'action publique européenne parce que, en étant des instruments non contraignants, permettent à l'Union européenne d'essayer de construire de la coordination, aussi dans des secteurs qui ne relèvent pas de ses compétences. Et donc voilà, c'est une des manières par lesquelles on peut avoir plus d'Europe, plus de coordination au niveau européen, tout en n'ayant pas les moyens légaux pour le faire.
Et donc voilà, c'est dans les socles de ces différentes littératures que je me situe un peu avec mon travail. L'hypothèse, je l'ai déjà un peu mis en avant, du coup, c'est que la comparaison par les indicateurs, au-delà des effets sur les changements local, national de long terme, que j'ai décidé de ne pas aborder dans ce papier-là, produit en fait des effets à plus court terme en forme de légitimation du savoir expert international qu'il a produit. Là aussi, très rapidement, donner mon méthode, je vais vous présenter deux rapports d'indicateurs. Un qui est produit par la CEPEJ, qui est donc cet comité au sein du Conseil de l'Europe, spécialiste sur questions d'efficacité de la justice. Il produit aussi d'autres instruments, des lignes directrices, de bonnes pratiques, des checklists, tout un tas d'instruments un peu similaires à ce dont Benoît parlait, qui permettent d'améliorer les pratiques et le fonctionnement des systèmes judiciaires, des tribunaux. J'analyse aussi un autre instrument qui est ce tableau de bord de l'Union européenne, qui est un tableau de bord de la justice de l'Union européenne, qui est du coup assez similaire au rapport d'évaluation, mais je vais vous montrer à quel point les deux en réalité sont différents pour la manière dont ils sont utilisés. Et justement, cette différence relève du deuxième type d'analyse documentaire, qui est celle sur les documents produits au sein du semestre européen, que donc, du coup, en fait, c'est le cadre de coordination des politiques économiques et financières de l'Union européenne, dans lesquelles les données de ce tableau de bord sont utilisées aussi. J'ai aussi réalisé pas mal d'entretiens avec des experts des deux institutions, experts, des fonctionnaires et aussi des correspondants statistiques, parce que du coup, les deux instruments ont des correspondants nationaux qui donnent les données. Et enfin, voilà, j'ai aussi fait une analyse de différentes sources médiatiques qui parlaient de ces grands rapports comparatifs. Je montrerai par la suite pourquoi. Très rapidement, les prémices. Il y aurait que quelqu'un qui disait d'où sortent ces instruments-là. Ben, je vais l'expliquer très rapidement. Pour l'écart de ces rapports comparatifs sur la justice, ça vient en premier du Conseil de l'Europe, qui prévoit, en fait, la Convention des droits de l'homme, j'imagine chacun connaît ici, dans son article 6, dit que les citoyens ont droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Du coup, en fait, le procès ne doit pas seulement être juste, mais être aussi assez rapide pour ne pas devenir inutile, d'une certaine manière. Et ce qui s'est passé en 1999, c'est qu'une réforme de la Cour européenne des droits de l'homme a fait que des individus pouvaient aussi saisir la Cour pour des violations de leurs droits d'individus. Alors qu'avant, c'était que les États qui pouvaient, en fait, c'était du coup le circuit de relance entre tribunaux nationaux qui relançaient la question à Strasbourg pour qu'il soit décidé et après venir au niveau national. Là, des individus qui ne trouvent pas satisfaction selon eux à leurs droits de l'homme au niveau national peuvent faire recours directement à la Cour. C'est là qu'est-ce qui a impliqué un énorme nombre d'affaires qui sont arrivées à Strasbourg, notamment énormément d'affaires avaient à voir avec la violation de ce article 6 et notamment du principe du délai raisonnable, parce qu'il y avait des pays qui étaient systématiquement en retard avec une durée des procédures incroyable de 10 ans, 12 ans, 15 ans. L'Italie notamment était en grande partie responsable de cela. Donc au niveau du Conseil de l'Europe, ils se sont dit il faut qu'on réfléchisse à quelque chose qui puisse aider les pays à rentrer dans ces délais raisonnables. Et donc ils ont créé ces comités d'experts qui s'appellent CEPEJ en 2002. Pour ce qui concerne l'Union européenne, le cadre, c'est vrai qu'il y a un cadre légal là aussi parce que la Charte des droits fondamentaux prévoit à l'article 47 le procès équitable aussi, mais comme on sait, au niveau européen, on n'a pas le droit de saisie individuelle, donc à la Cour de Luxembourg, donc pour eux, ce n'était pas l'enjeu du nombre d'affaires qui lui arrivaient sur la question. Et aussi, à ces moments-là,
la C2H était déjà affirmée comme la cour qui traitait ce type d'affaires, et donc ce n'était pas l'enjeu. Donc comment s'est arrivé cet objet d'action publique au niveau de l'Union européenne? C'est par l'élargissement. Parce qu'au moment où tous les pays de l'Est d'Europe étaient dans la phase d'entrée dans l'Union européenne, toute une partie des réformes portait sur leur système d'état des droits, que comme ils étaient des pays anciennement communistes, n'étaient pas souvent adaptés aux critères des démocraties occidentales qui sont inscrits aussi dans cette charte des droits fondamentaux. Et du coup, pour vérifier aussi l'avancée de toutes ces réformes, c'était des indicateurs comparatifs qui étaient utilisés. Ensuite, et là c'est le tournant majeur, c'est en 2008, avec la crise économique, que en fait, des études illustrent l'importance d'une justice efficace pour favoriser les investissements du privé. C'est-à-dire, ils disent les systèmes où la justice efficace attire plus d'investissements, et donc c'est important d'avoir des systèmes de justice efficaces, notamment pour ceux pays qui vivent la crise plus durement. Et donc, à ces moments-là, au niveau de l'Union européenne, on connaissait déjà les travaux de la CEPEJ, parce qu'il y avait toujours un envoyé qui suivait de près les évolutions de ces rapports d'indicateurs. Et ils se sont dit, on va prendre ce type de travail-là et on va l'adapter à nos besoins, qui donc sont ceux d'aider le développement économique par des systèmes judiciaires plus efficaces et en même temps plus justes en ligne avec l'état de droit. Et donc voilà, il crée en 2012 une unité chargée de travailler sur ces notions d'efficacité, qualité, indépendance et de développer ce rapport comparatif d'indicateurs. Et pour vous donner juste une idée très rapide, le rapport CEPEJ couvre 47 pays parce que c'est le Conseil de l'Europe, du coup il y a tous les pays à l'Est, en dehors de l'Union européenne, y compris la Suisse, la Norvège, etc. Ça existe depuis 2000. En fait, la première édition c'est de 2004, il est publié tous les 2 ans. Les données sont traitées par des correspondants nationaux et, comme je l'ai dit déjà, ils produisent aussi d'autres instruments. La Commission européenne, par son tableau de bord, couvre les 28 pays déloués, 28 pour le moment. L'exercice est annuel et donc ça existe depuis 2013. Les données, par contre, ne sont pas directement prises des ministères. En fait, ils sont en réalité collectés par la CEPEJ auprès des ministères, envoyés par la CEPEJ à la Commission européenne, qui en même temps a développé d'autres indicateurs dont les données viennent d'autres institutions, comme ce réseau européen des conseils supérieurs de la justice, pour tout ce qui concerne l'indépendance de la justice. Leur interlocuteur, c'est le réseau européen des conseils supérieurs de la justice. Après, tout ce qui relève des affaires en matière plutôt économique, financière, ils prennent les indicateurs produits par la Banque mondiale, par le Forum économique mondial, et aussi après ils prennent des données de l'Eurobaromètre, pour tout ce qui relève des données des bases sur les pays, et aussi sur la confiance envers les institutions, de l'Eurobaromètre. Et voilà, au-delà de ça, cette unité de la DigiJustice est aussi en charge de recommandations aux pays membres dans le cadre de ce semestre européen. Et donc voilà, on voit bien comment les mêmes acteurs sont responsables à la fois de ce grand projet comparatif et en même temps d'adresser des recommandations aux pays sur des changements à apporter dans leur système judiciaire. J'ai combien de temps encore? Un quart d'heure. Ah bon. Pas 10 minutes. Donc voilà, encore rapidement pour vous donner une idée de quels sont tous ces indicateurs dont je viens de parler sur lesquels les différents pays sont comparés. Ça c'était la première édition du rapport de la CEPEJ. C'est en anglais, désolé. Après, il est en français et en anglais, ce rapport, donc on les trouve toujours dans les 2 langues, mais la première édition était en anglais. Donc on voit bien qu'il y a des thèmes généraux, et dans ces thèmes généraux, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont construits. Donc on voit que il y a des données sur les budgets en fait, qui sont alloués aux différentes parties des systèmes judiciaires
et au système globalement. On a des données brutes sur les staffs, en fait, sur les membres du système judiciaire, du coup, tant magistrat. Et là, il y a aussi il diversifie entre juge et entre parquet et siège. Du coup, ils ont des données spécifiques sur les parquets. Parce que du coup, les parquets, c'est un des éléments les plus difficiles à comparer entre pays européens, parce qu'ils sont très différents dans les différents pays. Donc voilà. Et donc, ils les séparent pour cette raison-là. On ne les traite pas tous ensemble, parce que sinon, ça ne fait pas trop de sens. Là, on compare ce qui est comparable, voilà. Ils ont toujours un peu en tête ça. Et après, voilà, il y a tout un tas de données sur le nombre d'affaires qui arrivent par type de juridiction et des données brutes sur les temps par type d'affaires. Enfin, il y a aussi des données sur les autres types de professionnels, les avocats, les médiateurs, etc. Le tableau de bord, lui, il est, comme j'ai expliqué, il y a des données qui arrivent par d'autres sources, et il est constitué sur 3 axes principaux. Un est celui de la qualité de la justice, et donc là, on peut voir qu'ils ont sélectionné toute une série de thèmes qui pourraient relever de la qualité, mais c'est une notion, un des autres rapports de Maréchal, c'est de montrer à quel point la notion de qualité de la justice est différente selon l'acteur dont on parle. Et donc là, on peut voir, ils ont sélectionné le niveau de diffusion de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, l'existence de méthodes alternatives de résolution des controverses, le type de formation des juges, donc est-ce qu'il y a des écoles de la magistrature ou pas, comment la formation continue est faite, etc. Et aussi quel type de contrôle et évaluation existe sur les tribunaux. Donc par exemple là, le contrôle sur est-ce que dans ces systèmes nationaux existe un système de tableau de bord pour étudier la différente distribution des moyens dans les cours, etc. Pour l'indépendance de la justice, ils ont des indicateurs sur la perception d'indépendance. Donc, comme je disais, c'est des indicateurs qui viennent de l'Eurobaromètre en partie. Et donc là, c'est la perception en général dans la population. Est-ce que les juges sont corrompus ou pas? Est-ce que les juges sont indépendants ou pas? Et après, il y a d'autres qui viennent du coup des indicateurs de perception au sein du corps de la magistrature. Et cela vient du coup de ces réseaux européens des conseils supérieurs de la justice qui fournissent aussi toutes les données sur l'indépendance structurelle. Du coup, dans quel pays existent des conseils supérieurs de la magistrature, quelles compétences ont-ils, etc. Et enfin, sur le côté de l'efficacité, que c'est un peu la partie prépondérante, c'est des données de la CPH, mais ce n'est pas les indicateurs qu'on a vus auparavant, c'est plutôt des indicateurs, en fait, j'ai oublié de le dire, qui ont été introduits après la première version du rapport. Ils ont été introduits à partir de la 3e, qui est celle de 2008, et c'est des indicateurs très synthétiques de performance. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, au début, en fait, les experts de ce groupe qui avaient été chargés de construire cet espace d'équivalence, qu'on a cité des Rosières, craignaient qu'en incluant des indicateurs très performatifs, du coup, sur la capacité des systèmes à traiter les affaires, cela pouvait produire des effets néfastes sur l'acceptation de l'outil par les magistrats au niveau national. Parce qu'ils se disaient, si on met en avant la capacité des magistrats à travailler, ben forcément ils ne vont pas bien le prendre. Donc il faut au début être un peu cautionné, on va juste être très descriptif et on verra pour la suite. Et du coup pour la suite, c'est ce qui est décidé en 2008, il y a eu un changement aussi au sein des experts, il y a eu tout un tas de nouveaux experts qui étaient beaucoup plus partisans de ces nouvelles méthodes managériales. Et donc voilà, il y a eu l'introduction d'une série d'indicateurs de performance qui mesurent la capacité d'un système, étant donné le nombre d'affaires traitées sur l'année, à traiter les nouveaux affaires entrantes. Et aussi, l'autre indicateur qui est très, très utilisé, c'est la capacité, étant donné cette capacité de travail, à traiter tout le stock qui a été cumulé dans le temps. Et donc là, en fait, on a rapidement l'idée de voir à quel point un système est étoffé ou pas, avec le deuxième indicateur. Et avec le premier, la capacité du système à travailler. Est-ce que, vous les moyens actuels, le système est capable de répondre à la demande qui lui arrive des citoyens?
Et donc c'est ces indicateurs-là très scientifiques qui sont inclus dans le tableau de bord. Et aussi, il y a tout un tas de données sur la durée des procédures pour des types d'affaires qui sont assez importants pour les milieux économiques. Et donc voilà, notamment sur le droit des faillites, sur le droit des marques et d'autres matières similaires qui du coup peuvent intéresser aux investisseurs justement. Et tous ces données-là viennent de Doing Business, qui est un autre grand rapport international dont on en parle, de la World Bank. Là, bon, c'est une comparaison assez simple visuelle où on a le table of contents du rapport CEPEJ et celui du tableau de bord. Vous voyez que le rapport de la CEPEJ est beaucoup plus long parce que ça c'est juste la première édition qui faisait déjà 238 pages alors que celui de l'Union Européenne en fait 45, oui, si je me rappelle bien. Donc en fait celui de la CEPEJ est arrivé à avoir jusqu'à 400 pages. Là ils ont essayé de réduire un peu parce qu'ils se sont rendus compte que le plus ça augmentait en dimension, le moins les gens étaient capables évidemment de le lire parce que ça devenait quelque chose d'illisible. Il fallait à chaque fois chercher les tableaux qui intéressaient le plus, c'était difficile à faire. Mais donc ça pourquoi? Parce que la CEPEJ a beaucoup plus d'indicateurs. Une bonne partie d'entre eux sont juste descriptifs, ils n'ont pas des finalités du coup performatives ou normatives aussi, alors que le tableau de bord de Way, justement, ils ont fait le choix de réduire drastiquement tout cela. Autre tableau qui résume un peu tous les cas de l'article, donc ça me permettra de synthétiser tout. Du coup, au-delà des différences entre les instruments eux-mêmes, sur la longueur, sur le nombre d'indicateurs, les deux organisations se distinguent aussi par leur modalité et finalité d'action. C'est-à-dire que la CEPEJ rassemble d'une certaine manière en communauté épistémique, où, dans une perspective ascendante, différentes idées et conceptualisations des systèmes judiciaires sont confrontées les unes aux autres pour produire des connaissances partagées entre experts et différents horizons, du coup, parce qu'il y a à la fois des magistrats, des fonctionnaires nationaux, des chercheurs qui participent tous à la production d'instruments, tant du rapport que des autres instruments de bonne pratique. Ensuite, voilà, comme je disais, il y a une approche par les bas du côté de la CEPEJ parce qu'ils collectent les données directement des pays, et du coup c'est les pays qui sont responsables des données qu'ils fournissent. Et aussi, il n'y a aucune manière par laquelle la CEPEJ peut elle-même inviter les pays à utiliser ces données pour réfléchir à des changements. C'est-à-dire que du coup, l'initiative pour des changements éventuels à réaliser dans le pays sous la base de ces données-là, sous la base de l'analyse de ces données-là, et dans le monde des pays et pas du tout dans celle de la CEPEJ. Au contraire, la Commission européenne, en fait, est constituée que par des fonctionnaires, qui sont des juristes en plus qui ne sont même pas spécialisés sur ces questions d'évaluation, de quantification, donc c'est quand même un peu bizarre. Et l'approche par Léo, c'est fait par le fait que déjà, il ne passe pas par les États membres, mais il prend les données des sources secondaires, et aussi, ils utilisent ces sources secondaires, du coup, toutes ces données-là, pour aller voir les pays et lui dire qu'ils ne sont pas en train, en fait, ils ne le font pas avec tous les pays, ils utilisent toutes ces données-là pour pointer les pays qui ne sont pas en train de performer selon des niveaux qui sont considérés acceptables pour la Commission. Et donc aussi, ils se permettent de formuler des propositions de réforme aux pays membres qui, du coup, se trouvent à devoir justifier pourquoi leurs données ont certaines figures et le cas échéant aussi à devoir justifier pourquoi ils veulent ou ne veulent pas faire certaines réformes que la Commission propose. Après, ceci dit, la Commission n'a aucun pouvoir contraignant dans ces domaines, parce que c'est en dehors, c'est pas prévu par les traités, du coup, ils n'ont aucun pouvoir d'influencer vraiment le changement dans les pays, ils peuvent juste le recommander. Et alors, ils peuvent aussi appliquer du coup cette logique de naming and shaming, c'est-à-dire qu'ils peuvent
par ces classements des pays, peuvent stimuler les pays à agir parce qu'ils sont mal positionnés dans le classement. Et donc, cela implique que les investisseurs ne vont pas les considérer comme des pays intéressants pour y investir leur argent. Et donc, voilà, cela devrait en soi-même les pousser à faire quelque chose pour améliorer la situation. Et donc voilà, j'essaye de terminer. C'est un peu la vision. Donc comment affirmer la comparaison internationale comme mode de gouvernement? C'est ça un peu la question à la base. Il y a 3 processus que j'ai identifiés. Le premier, c'est du coup celui de... le premier, c'est celui lui-même d'initiative. Donc les organisations internationales doivent créer ces instruments de comparaison internationale. J'ai montré quelles ont été les fenêtres d'opportunité qui ont fait que ces instruments ont été créés. Mais voilà, le premier processus pour affirmer la comparaison, c'est celui de vaincre les résistances éventuelles de mesurer par la persuasion. Et donc voilà, j'ai montré dans mon article que cela passe par 3 types différents de légitimité. Disons, la première, c'est l'épistémique. Du coup, c'est que les acteurs différents que j'ai interrogés mettent en avant, c'est que les... Il faut faire très vite. Okay, ouais. Juste vraiment en 3 phrases. Ouais, c'est que les magistrats, du coup, eux-mêmes, parfois, légitiment ce type d'action et donc disent c'est bien de le faire, il faut continuer avec ce type de comparaison. D'autre côté, c'est la médiatisation. Une fois que l'instrument a été médiatisé, il est plus possible par les autorités nationales, de décrédibiliser l'exercice. Ils disent, une fois qu'il est public, si ça tombe mal, ça tombe sur vous et pas sur nous. Enfin, c'est de convaincre sur l'usage stratégique de ces ressources. C'est-à-dire, la comparaison, c'est pas juste pour vous montrer que vous n'êtes pas en train de bien performer, c'est aussi une ressource pour vous, pour aller vous plaindre auprès des autorités financières, par exemple, pour avoir plus de moyens pour améliorer votre situation. Donc voilà, ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est que le deuxième processus, c'est celui d'essayer de légitimer l'international comme une source d'expertise, et que c'est ce que, du coup, ces grands rapports internationaux font, parce qu'ils sont identifiés comme des trademarks, comme des marques de fabrique de ces organisations dans ces secteurs d'action publique. Et donc, en fait, cela fait que... Voilà. 46. Voilà, le troisième élément, c'est celui que, par l'intervention de la Commission européenne, apporter ce marché de l'expertise, parce qu'au début c'était un peu ce dont il s'agissait, il faut un marché européen de l'expertise, assez structuré dans une forme beaucoup plus coordonnée du gouvernement, que voilà, on peut parler de gouvernance européenne en matière de justice. Et donc voilà, c'était pour dire comme ça aussi, c'est dû grâce à ces grands rapports comparatifs qui ont servi de base pour ouvrir le champ à cette incrémentation de l'action publique européenne dans ce secteur d'action publique. Voilà.